Bonjour et bienvenue dans votre émission Côté A dédiée à l'éducation et à la parentalité. Récemment, nous avons parlé grossesse, accouchement et toutes ces choses-là. Mais que se passe-t-il à la maison? Comment préparer la maison, justement? Comment préparer le retour de la maternité? Est-ce qu'il y a des astuces clés? Est-ce qu'il y a des conseils clés qu'on pourrait avoir liés à nos anecdotes? Comment est-ce que je fais pour gérer l'allaitement? Comment est-ce que je fais pour perdre du poids? Comment est-ce que je fais pour gérer mes vergetures? Ces boutons-là qui se sont installés, ces cheveux-là que je vais perdre bientôt. Bref, plein d'interrogations qui nous concernent toutes, celles qui sont passées par là et qui concernent aussi les personnes qui nous environnent et qui nous ont vu changer. C'est le sujet de Côté A du jour. Et pour ce faire, je ne suis pas seule sur le plateau. Comme d'habitude, j'ai mon équipe choc. Coucou Dora, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien, en forme. En tout cas, ça se voit. Tu brilles, tu es très belle. Coucou Cyrielle. Coucou. Tu shines aussi. Écoute, c'est la rentrée. C'est la rentrée, t'as fait une préparation à la maison aussi. Si, c'est la grâce de Dieu. On shine toujours ici. Regardez-moi Elvie, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Le bonjour royal. En tout cas les filles, justement, ça sera un sujet royal pour nous là, pour celles qui nous regardent, pour vous qui avez assisté, les mamans qui sont rentrées de maternité avec le nouveau-né. C'est sûr qu'il y a eu des changements à la maison. On a eu des préparations avant, on a eu la gestion après, parce que l'arrivée d'un bébé, ça change toujours tout dans l'organisation d'une maison. Dora. Clairement, ça change la famille, il y a un nouveau membre, il n'était pas là. Et en fait, ça arrive après 3 jours d'hospitalisation pour des grossesses classiques, sans trop grosses complications. 3 jours plus tard, il faut rentrer. Et ça, c'est un retour qui est très attendu, puisque ça fait 9 mois qu'on attend le petit bout. On ne l'a pas encore vu et qu'il était dans le ventre de maman, et donc tout le monde est un peu excité, mais pourtant, il faut se préparer un petit peu, parce que sinon, ça peut vite virer au cauchemar. Et parmi les éléments qu'il faut absolument préparer, à mon sens, c'est déjà la chambre du bébé, toute la logistique. Organiser où il va dormir, ce petit bout. Et nous, on est très superstitieux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On dit qu'il ne faut pas acheter le lit du bébé tant qu'il n'est pas né. Tant qu'on ne l'a pas vu, il ne faut pas l'acheter. Mais en fait, avoir tout organisé quand même pour son coucher, ça enlève quand même une grosse épine du pied, parce que c'est quand même une grosse logistique, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, chose qu'une nouvelle maman n'a pas forcément. Parce qu'elle rentre, elle a un bébé dans les bras, elle a plus beaucoup de temps, elle doit s'occuper du bébé, c'est pas là qu'elle va commencer à organiser toutes ces choses-là. Donc franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé de tout préparer. Quand je rentre, je sais que le bébé, il a son environnement, il a son espace, c'est pas une préoccupation pour moi. La seule préoccupation, c'est m'en occuper. Et puis l'autre chose aussi, tant qu'on en parle là, qu'il faut préparer, c'est l'accueil des autres frères quand on est dans une fratrie. Parce que moi, je suis partagé mon expérience personnelle. Alors moi, j'ai eu deux enfants rapprochés, 15 mois d'écart entre les deux. En plus, pour faire la dernière, donc j'ai dû partir super tôt et laisser un bébé qui avait 12 mois à l'époque. Elle comprenait pas ce qui se passait. J'ai pas non plus pris le temps de lui expliquer ce qui se passait. Et puis elle me voit débarquer avec un nouveau bébé. Je peux vous assurer que l'accueil était pas au rendez-vous. Donc c'était des crises de colère, des crises de jalousie. Et ça, c'est pas l'idéal en fait quand on gère un nouveau bébé, de devoir gérer en plus les crises des autres. Donc je pense qu'une autre chose qu'il va falloir préparer quand même, c'est déjà tout le long de la grossesse, de préparer la fratrie à l'arrivée de ce nouveau bébé. Comme ça crée un lien. Et puis comme ça, il y a déjà une forme d'affection entre les enfants. Et quand le bébé vient, on l'accueille, qu'on lui réserve le meilleur accueil, on l'attend et on n'a pas en face les crises de colère et les crises d'énervement. Pour moi, c'est les 2 points. Après, je vous assure que moi, quand on parle retour de maternité, je vous assure, j'en garde pas un très bon souvenir, parce que l'accouchement, c'est quand même une grosse épreuve pour le corps. Personnellement, 3 grossesses, 3 symptômes identiques. Quand je rentre de maternité, je peux plus bouger, je peux pas me lever, j'ai mal au dos. Je vous passe l'épreuve de la fièvre de la première nuit montée de lait, là. C'est juste horrible, c'est juste pas simple à gérer. Et donc, ça fait que, en fait, tu te sens pas opérationnel. Tu as un bébé, il faut que tu sois efficace, que tu sois capable de t'en occuper. Et tu as l'impression que toi-même, ton corps te lâche, en fait. Comment tu gères alors que toi-même, tu peux même pas marcher, tu peux pas te lever. Alors, en réalité, comment tu gères, en fait? Toi-même, ton corps te lâche, tu te sens pas bien dans ton corps et tu as un bébé dans les bras et tu te sens juste incapable, tu te sens juste d'être une mère pas utile. Et ça, c'est franchement, pour moi, c'était plus dur. Après, c'était très dur à la première maternité, puisque je savais pas. Après, sur les autres maternités, comme j'avais déjà eu l'expérience du premier, donc les symptômes sont venus, mais j'ai
appréhendé. J'ai su que ça allait pas durer toute la vie, que ça allait durer un temps. Donc déjà, ça aide à mieux gérer. Donc les retours sont pas toujours très simples. Mais il faut anticiper le maximum de choses qu'on peut faire. Et franchement, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est préparer vous au mieux. Achetez le livre de l'enfant. Laissez-on avoir la superstition, parce que franchement, sortir avec un bébé dans les bras et commencer par le marché pour aller chercher le livre, franchement, c'est juste pas l'idéal, quoi. Après, bon, ça c'est culturel, c'est la foi d'un chacun, c'est tant qu'ils arrivent à trouver leur lit là, à la dernière minute, et si ça marche. Donc moi, je voulais surtout parler en tout cas, la notion de retour à la maison. C'est vraiment l'organisation à la maison, quoi. C'est-à-dire que la cuisine, comment tu te mets à gérer ça? Parce que quand tu es absent pendant 2-3 jours, ils ont continué à manger à la maison, mais quand tu reviens, tu reprends ta position de celle qui fait le menu, de celle qui doit réorganiser un peu toutes ces choses-là. Et ça se rajoute en fait déjà à la nouvelle charge que tu as de t'occuper d'un bébé, sachant que dans ta tête, tu n'es pas très fraîche parce que tu ne dors pas forcément comme avant, tu es fatigué, tu rentres de maternité fatigué parce qu'à l'hôpital, on ne dort pas. On te réveille toutes les 5 minutes, prise de température, prise de tension, prise de ceci. On te réveille, dès 4 heures, ça y est, ça commence à débarquer. Et les chariots que tu entends déjà qui te coupent le sommeil, que tu n'as pas forcément eu de manière très profonde parce que tu as dû garder l'œil sur le nouveau-né. Donc vraiment, tu as toute cette fatigue-là. Et après, tu as la maison à gérer. Le rangement des affaires du nouveau-né, l'organisation de la maison. S'il y a des aînés, comment tu gères les aînés qui sont contents de recevoir le bébé, mais qui sont aussi contents de voir maman. Et forcément, naturellement, tu vas vouloir t'en occuper. Et donc, dans toute la notion de retour à la maison, il y a tout ça aussi qui me vient. C'est vraiment la notion, en fait, ménagère. Ça, c'est vraiment compliqué à gérer. Et après, c'est vrai que préparer l'arrivée du bébé, pour celles qui allaitent, ça va. Mais il y en a, par exemple, qui ne peuvent pas forcément allaiter pour X, Y raison, ou qui ne vont pas avoir la montée de lait. Il faudra gérer les biberons, tout ça, en fait. C'est moi, j'ai envie de dire, en fait, je sais pas, les filles, là, ce que vous en pensez. Je pense que, en fait, quand on sort avec son bébé, il sort de nous, en fait. On veut protéger, tout faire, mais en fait, il faut accepter de se faire aider. C'est ce que j'allais dire. Il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter de se faire aider par une nous, par un proche, faut accepter. C'est pas toujours simple, parce que c'est notre bébé, il est petit, il est fragile, il vient d'arriver. Enfin, on veut être sûr que les lingettes, ce sont les bonnes, qu'elle n'est pas utilisée avec celles qui ont du parabène. On veut être sûr que la tétine, attention, elle n'est pas tombée, et puis la dame est venue remettre dans la bouche. Faut lâcher prise, en fait. C'est ça. Parce que c'est le risque, là, Roselyne, dans ton histoire, c'est burn-out, hein. Non, pas forcément. Sans aller, mais sur ça, excuse-moi, Roselyne, c'est super important parce que quand tu reviens de maternité, t'as plein de choses. Toi-même, t'as tes propres sentiments à gérer. Tu vas encore venir te mettre la charge mentale. C'est ça que j'ai l'impression psychologique. La grande pression que tu as. Moi, j'avais regardé, je vais en parler. La plus grosse pression que tu as quand tu sors de la maternité avec ton bébé, c'est que tu as le sentiment que ta vie ne t'appartient plus. On sort avec un bébé, on veut s'en occuper, il est fragile, il est précieux, il est tout petit, c'est nous la maman, c'est nous qui l'avons porté 9 mois, donc c'est nous qui sommes, j'ai envie de te dire, on se sent les plus inquiètes à son sujet et les plus responsables à son sujet, et donc on veut tout faire. Mais on peut pas. C'est ça, justement. Moi, j'ai 4 conseils, justement, à donner par rapport à ce sujet. Le premier conseil que je dirais, ce serait de relâcher la pression. Parce que, comme tu dis, quand tu sors de maternité, tu as l'impression que ta vie ne t'appartient plus et qu'elle doit être dédiée à l'enfant. Ce besoin d'être sur tous les fronts, de tout faire pour lui, il faut que vous puissiez le canaliser. C'est dur à dire, hein. C'est dur à le dire et c'est dur à faire. En tant que mère, je peux comprendre. Mais on va pas pouvoir reprendre les activités là où on les a laissées. On va pas pouvoir revenir et dire que bon, on va commencer à faire les menus des enfants, on va se remettre à la cuisine. C'est faux. C'est pas possible. Physiologiquement même, ce n'est pas possible parce que encore, si vous avez accouché par voie basse, il y a toujours un temps de rémission. C'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il faut un certain nombre de temps avant de reprendre le sport, un certain nombre de temps avant de reprendre les activités normales. C'est parce que le corps est en train de reprendre certaines choses. Et si tu es comme moi et que tu marches plus, de toute façon, c'est sûr et certain, tu vas. Oui, ou bien. Et puis quand tu as une césarienne, c'est mort. Je me vois pas aller faire de la cuisine. Quoi? Je dois d'abord contrôler comment je marche pour aller aux toilettes et toi tu veux pas de cuisine. Non, c'est mort en fait, tu vois. Et puis t'as plein de choses. Il y a le sang, les lochises là, ou je sais pas quoi, docteur, comment on dit, c'est ça, donc qui sortent. T'as tes crampes, t'as l'utérus tout qui doit se remettre en place, qui font des problématiques. Le matin tu te réveilles, t'as plus de cheveux. Le soir t'arrives pas à dormir, tu es en train de nager dans ta propre transpiration. C'est un peu compliqué
tout ça à gérer et après s'ajouter encore la charge mentale de gérer la maison. Donc, il faut un petit peu relâcher la pression, y aller doucement, par étapes. On se fait une liste. Aujourd'hui, je pourrais commencer à faire ça et au fur et à mesure, les choses vont revenir dans la normale, mais savoir que là, il y a le bébé, on se concentre sur le bébé et sur soi-même pour pouvoir passer cette étape de postpartum le mieux possible. Et ça va éviter aussi le burn-out parental parce que ça existe et pour le père et pour la mère. Hein. Ça va l'éviter parce que justement on va pouvoir appréhender les choses petit à petit plutôt que de tout prendre d'un coup et après de se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire en fait et qu'on n'est qu'humain. Et donc il faut. Burn-out, moi je suis d'accord avec ça pour dire parce que moi personnellement, j'ai vite compris que mon bébé, il faut que je le quitte pour bien m'en occuper. Il faut que je crée ce manque. Parce que l'avoir sous ma responsabilité H24 pendant 3 mois et demi, durée du congé de maternité, c'est un délai qui m'emmène à un moment me dire mais purée, j'existe plus. On peut pas, parce qu'on est parents, ne plus du tout exister que à travers un petit être. Je pense que quand on est émotionnellement fragile, ça peut même faire de nous de mauvais parents. Enfin, moi, je suis de ce qui pense. Émotionnellement fragile. Moi, je suis de ce qui pense que mon bébé là, il y a un moment où il faut que je le donne, il faut que je sorte, et pour le retrouver avec la joie et avec le sourire et avec l'envie, l'entrain et la motivation de m'en occuper. Parce que quand on a fait 3 mois et demi en tête à tête, je vous assure, il y a un moment où je suis juste au bout de ma vie, quoi. Bah, c'est le point 2. Prenez soin de vous. C'est ça. Voilà. Il faut prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, c'est des tête à tête avec soi-même. Non, si vous allez au spa, c'est pas un problème. Vous êtes en train de vous faire du bien et vous faites du bien à votre bébé. Oui, à vous faites du bien parce que il va avoir une maman reposée, satisfaite et qui va lui donner tout l'amour qu'il faut. Donc, essayez de vous reprendre, de vous prendre en main, reprendre confiance en vous. Dès que vous pouvez reprendre le sport, parce que le sport, on sait que ça libère des endorphines et donc ça apporte aussi un peu plus de confiance en soi et qui va aider aussi à reprendre les choses là où vous les aviez laissées. Donc, il faut aussi penser à parler de ses émotions, parce que les émotions, des fois, elles sont enfouies. On n'ose pas en parler parce qu'on a peur de passer pour une mauvaise mère. On a peur de passer pour une mère qui ne comprend pas son enfant. Mais il faut en parler. Toutes les émotions diverses et variées qui vont passer, parce qu'il y a aussi les hormones qui tombent. Il faut pouvoir faut pouvoir en parler à un proche, à une personne, à une relation d'aide, ou même voir à un psychologue. Non, c'est pas un mot bizarre. Le psychologue, c'est important. Donc, et même à un psychologue, il faut pouvoir en parler. Aussi, il faut pouvoir demander de l'aide. Pour pouvoir se concentrer sur les nouvelles responsabilités qu'incombe d'être une mère, il faut pouvoir demander de l'aide pour tout le reste, en fait. Tout ce qui n'est pas en lien direct avec vous ou avec votre bébé, vous pouvez demander de l'aide pour que vous puissiez justement dégager du temps, dégager de l'espace pour votre enfant et surtout pour vous aussi. C'est super important. Je vais juste rebondir par rapport à demander de l'aide. Cette aide, en fait, doit être organisée bien avant que l'on puisse moi, c'est ce que j'allais dire. Parce que, il faut pas attendre moi, que je tu vais as mis au insister monde. là-dessus. C'est maintenant que tu appelles les gens. Appelle, tu peux venir m'aider. Non, j'allais dire ça. Moi, j'allais insister sur, justement, il faut être bien entouré. Moi, en tout cas, ce que ça m'a appris, bien s'entourer. Je ne dis pas qu'il faut pas s'entourer. Ce n'est pas mon point. Mon point, c'est d'insister sur la notion de préparation en amont, parce que ça, j'allais revenir dessus, et de s'entourer de bonnes personnes. Tu vas pas sortir de la maternité et te retrouver tout seul. Même en Occident, je veux dire, même si on était 2 papas et maman, on savait très bien faire nos répartitions de tâches pour que la mère puisse se reposer. Donc ça c'est normal, c'est une évidence. Mais c'est important de pouvoir dire que se faire entourer là. OK, c'est bien, mais c'est pas tout et n'importe quoi. Parce que quand tu dis que oui, tu as besoin de prendre du temps pour soi et de lâcher prise, de laisser, parce que tu peux pas rester uniquement te retrouver. T'as des moments qui, justement, si t'as une fragilité psychologique, tu vas laisser l'enfant à n'importe qui parce que tu as besoin de souffler. Au moment où craquer. Mais oui, et tu mets l'enfant en danger. Et ça arrivait plusieurs fois, ce genre de choses. Donc c'est important, justement, de pouvoir, en fait, insister là-dessus. De faire cette organisation. Ah oui. Bien avant. Oui. Déjà, par exemple, on sait qu'à la sortie de la maternité, votre attention sera sur l'enfant. Par exemple, pour les tâches de la maison, vous savez, bon, ça, je vais déléguer à quelqu'un que vous avez déjà rodé bien avant, que vous êtes content, que vous êtes enceinte, vous savez que, bon, quand je pense tâches de maison,
c'est la ménagère, ou c'est la X, ou c'est un tel qui va faire. Ok, d'accord. Quand je veux me reposer, je peux déjà, vous étiez déjà entouré bien avant des personnes bien qui sûr. vont être dans la boucle jusqu'à Bien ce que sûr. vous allez reprendre. Ne pas le faire au moment où c'est arrivé là. On va s'appeler, tu viens, sinon, vous allez plus craquer encore. Parce que même à la maison, C'était mon point 4. Établissez une routine. même le personnel de maison, il faut marteler. Déjà, même à ce moment, pendant justement, c'est avant que l'enfant n'arrive, quand on arrive à terme, moi personnellement, je n'arrêtais pas de répéter. Ah non, parce que quand il va arriver, je me connais, je sais que je vais être comme ci. Je sais mon degré d'exigence. Donc je sais que ceci, je sais que cela. Vous me faire comme ci, vous me faire comme ça. Donc ça fait qu'en termes d'organisation, il y a des choses que j'avais supprimées, que j'avais fait supprimer à la ménagère, parce que je savais que je devais avoir besoin d'elle pour pouvoir gérer l'enfant, en fait. Donc il y a plein de choses. Le repassage, par exemple, elle faisait plus. Le lavage de la lessive, il y a plein de choses qu'elle faisait avant pour certaines lessives que je préférais faire à la main, elle ne faisait plus. Tout ça, je lui avais supprimé ça. Et en amont, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais allégé sur plusieurs points, déjà, où moi-même je me disais, je peux intervenir, elle fait plus. Comme ça, quand l'enfant vient là, elle est beaucoup plus safe aussi, elle est beaucoup plus légère pour prendre le relais. Parce qu'elle-même, elle comprendra, en fait. C'est comme c'est une collaboration. C'est ça. Que c'est une collaboration, en fait. Établissez une routine avant de rentrer à la maison. Avoir un agenda aussi, c'est bien où on marque, pendant la grossesse, on a du temps, hein, on marque les tâches, toutes les tâches, en fait, on répertorie toutes les tâches qui sont à la maison et qui nous incombent, en fait, et on voit, en fait, on identifie celles que on va déléguer ou celles qu'on va garder et comment on va les garder, et s'il y a un échéancier à faire par rapport à quand est-ce qu'on va reprendre à les faire, on peut les faire. Bon, après, c'est pas coulé dans le marbre et puis qu'il faudra suivre ça obligatoirement, mais au moins ça donne un canevas pour pouvoir avoir une ligne en rentrant à la maison, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut s'organiser. C'est ça. Il y a une nouvelle personne dans la maison, ça demande une nouvelle personne fragile, pas du tout autonome, qui demande assistance permanente. Il va falloir s'organiser. Et moi, j'insiste sur le fait que maman t'a donné la vie, oui, mais t'es pas Wonder Woman. Et même pour être une mère équilibrée et efficace, il faut que tu ailles bien. Donc, naturellement, si tu te prends pour Wonder Woman alors que t'as des failles, ça va pas bien se passer. Bah, justement, moi, je voulais aussi parler de l'entourage, parce que là, on parlait des nouveaux parents, de ce qu'ils ont. Mais le rôle de l'entourage est primordial. Déjà, la première des choses, c'est être centré sur les besoins de la jeune maman. La maman qui vient de rentrer à la maison, même si tu viens en blague et dire, ah, je suis pas venue te voir, je suis venue voir l'enfant, ça peut la vexer. Ça peut la blesser parce qu'elle est fatiguée. Elle a aussi envie qu'on demande comment ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Donc, quand vous allez voir une nouvelle maman avec son enfant, essayez de préparer une tisane quand vous arrivez, vous lui apportez quelque chose, des fruits, de l'eau, vous la mettez bien. Utile, quoi. Voilà. Si c'est venir seulement pour parlementer et papoter et discuter, déjà pour la fatiguer en plus, parce qu'en fait elle dort pas beaucoup. Vos causeries là, ça va t'arranger. C'est ça. Exact. Viens, donne-moi ton bébé, va te reposer. Sois utile, en fait. En fait, tu lui demandes si elle veut bien. Si elle veut. Si elle veut bien. J'ai même de rajouter. Les premiers jours, on n'a même pas besoin de que vous venez la voir. Non, sérieusement. Après, ça dépend des gens aussi. Je sais que ça dépend de la culture et tout ça, là. Et des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de ce contact. Il y en a d'autres. Mais ça dépend. Ça dépend des gens. La maternité, par exemple, je voulais pas que les gens viennent. Mais les gens sont venus, je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien. La deuxième, je n'en voulais pas. Je voulais rester seule, j'avais pas besoin des gens, du bruit, tout ça, j'avais besoin de me ressourcer. La troisième, ça a été différent, ça a été un peu entre les deux. Il y a tout le côté hormonal. Donc, il faut pas en vouloir la maman, même si elle ne veut pas. C'est ça, faut pas lui en vouloir, parce que c'est que dans notre culture, on a ça. On a le truc aussi où, on a voulu venir la voir, elle veut pas, donc on n'ira plus la voir. Voilà. Mais pourquoi est-ce que non, mais même sans venir, on peut aider, on peut faire livrer des courses. Exactement. Tu fais les courses et puis tu fais livrer. Ah, toi, t'es là, t'es fatigué, tu te dis, mais je dois acheter plein de choses. Tu prends avoir la paquet, tu gagnes des... Et puis voilà, et puis tu aides aussi tu vas rendre visite. Moi, j'ai eu le cas où, par exemple, pas ici, pas pour cette maternité-ci, mais pour d'autres, on vient te rendre visite, mais on attend de passer à table, que tu dresses la table. Mais non, c'est pas normal. Un bébé qui a un mois. Mais c'est qui t'a envoyé? T'as des esprits ou quoi? Il nettoie pas les assiettes. On ne t'aide même pas. On ne t'aide même pas. Attends de passer à table, ils vont pas te donner la tête, je suis rassure. Et puis c'est pour dire que je sens que j'étais mal reçu. Non, fallait pas venir chez moi.
Là, c'est justement les choses qu'il faut pas faire. Venir prendre trop de place, c'est toi qui parles fort, c'est toi qui demandes la mère pour chaque chose. Tu prends le bébé, c'est toi aussi qui commence à demander. Il faut que je mette la tétine. Oui, là, il y a une salle que tu n'as pas lavé. Il faut que je fasse ça. Parce que les gens ici, ils ont l'impression que quand tu leur demandes de mettre le gel ou de nettoyer les mains, c'est une insulte. Non, mais ne faites pas ça quand le bébé est fragile. Hein. C'est ça, la maman. Ne compliquez pas la vie de la mère. Ça exact, très compliqué. Ouais. Donc, et même quand tu dis de mettre le linge pour pas que l'enfant soit directement en contact avec la peau, il y en a qui apprécient pas. Mais c'est ça. Mais en fait, il faut juste leur dire je veux pas qu'ils vomissent sur toi. Ils ne répondent pas, on prend le linge en mer. Il faut juste leur dire que c'est parce que tu veux pas qu'ils vomissent et puis voilà. Tu veux pas qu'ils vomissent sur toi. Vas-y, mets le linge. Parce que là, ils ont l'impression d'être. Mais c'est. Enfin. Non, mais mais c'est clair. C'est clair, il y a tellement de choses. La maman, elle est en train de donner le biberon. Bon, c'est un nouveau-né, elle est en train de donner le biberon. Toi, tu sais pas si la maman là a des problèmes pour le lait ne sort pas. Tu sais pas quel traumatisme elle a eu par rapport à ça. Tu viens dire, mais pourquoi tu n'allaites pas, hein? Avec tes gros seins là. Donc c'est sûrement le lait du commercial que tu donnes à l'enfant. Non, on fait pas ça. Il faut l'allaiter, il est trop petit. Oui, on fait pas ça. On regarde, on ne sait pas c'est quoi les choix des gens. De toute façon, les choix de chacun. Regarde chaque personne. Donc, en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que les parents, ils sont en apprentissage pour chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Et donc, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de l'encouragement, de la bienveillance et du soutien, plus que des critiques et des conseils, en fait, dont ils n'ont pas besoin ou qui n'ont pas demandé, en fait. Donc, il faut s'arrêter là, et puis il faut ne pas aller trop loin, en fait, dans l'envie de vouloir aider. Laissez-les vous dire ce dont ils ont besoin dans le moment présent, en fait. Voilà. Il faut un juste milieu entre je veux trop aider ou je ne veux pas aider. Il faut être. Et il n'y a rien de mieux que les parents pour te dire où tu dois être. Ouais, donc en fait, il faudrait que la maman soit ouverte un peu à la discussion et qu'elle puisse demander ce dont elle a besoin quand elle a besoin. Quand elle a besoin d'aide, qu'elle dise exactement, qu'elle puisse nommer aussi le besoin. Parce que sinon, autour, parfois, elle ne sait pas aussi, quelquefois, ce dont elle a besoin, il faut se le dire aussi. Moi, je me rappelle ma première grossesse, l'enfant ne dormait pas et tout, tellement je voulais faire tout toute seule. C'est maman, en venant me rendre visite, elle m'a vu les yeux, tout ça. Elle s'est dit, toi, tu dois être fatiguée. Et elle s'est imposée pour venir m'aider. Et c'est un mois après que je me suis rendu compte que c'était ce dont j'avais besoin. Mais sur le coup, tu ne pouvais pas demander parce que tu savais pas. Je ne savais pas, et parce que je me disais que, en tant que mère, c'est à moi de le faire, c'est ça ma responsabilité. Je ne voulais pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, il y avait ça, donc je ne savais pas que j'avais besoin forcément d'aide. Et c'est quand elle est venue et qu'elle a fait, après, je me suis rendu compte, donc, ça ne fait pas de moi une mauvaise mère que ça. Donc, il y a aussi ça aussi. Le fait de demander de l'aide ou bien d'avoir quelqu'un qui le fait, ça ne fait pas de vous une moins mère que ça. L'entourage aussi de voir, d'être observateur, de voir, telle personne, apparemment, elle a besoin et d'avoir cette bienveillance-là. Souvent, les gens ne demandent pas de l'aide, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas demander, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'aide. Ouais, ça de plus en plus, c'est vrai que contrairement à l'époque de nos mamans où c'était vraiment dans la culture de forcément venir entourer, il y avait toujours quelqu'un avant l'accouchement qui était désigné pour venir rester avec la maman jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle accouche, on prend un peu le relais. Voilà. Quand il y a d'autres enfants, on prend le relais pour s'occuper des enfants. Généralement, c'était la sœur, si elle avait une grande sœur qui venait et tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la mondialisation, on n'arrête pas de le dire, on s'est un peu ouvert et on a un peu changé notre façon de vivre. Et c'est vrai qu'on est un peu, on vit un peu à l'occidental où on a un peu chacun, papa, maman, le schéma familial, papa, maman, les enfants. Et c'est difficile de trouver la bonne personne pour venir aussi nous aider. Et la manière de vivre aussi a changé. Moi, je sais que quand mes sœurs, elles venaient me voir, là pour le dernier, ou ma nièce même, c'est tata va dormir. J'avais du mal. J'avoue que quand même, comme je suis très mère poule, j'avais du mal à laisser le bébé et aller me reposer. Mais dès que je posais la tête, mon corps m'expliquait que j'avais besoin et que c'était le bon moment, en fait, où elles arrivaient au bon moment pour pouvoir me reposer, en fait. Et c'est vrai que très souvent aussi, j'ai eu de la maman ou d'une tata en repas chaud, parce que ça, c'est bien, où j'ai eu aussi, chez nous, on a plein de soins, les bains, l'eau chaude, justement, voilà, on a plein de choses comme ça qui permettent de détendre. La première fois, enfin, j'avais oublié parce que ça remontait à 7 ans, mais là, tout récemment, quand j'ai eu le bain chaud, le bien que ça m'a fait la nuit quand j'ai dormi ou quand j'étais complètement détendue, douleur musculaire, justement, comment ça m'a détendu le dos et tout ça. Et là, j'ai recompris, en fait, l'importance que ça avait, en fait. Et j'ai compris pourquoi, même de manière ancestrale,
c'était important quand la maman est sortie, tous ces rituels-là étaient mis en place. Ils n'avaient peut-être pas les termes médicaux, mais ils savaient très bien pourquoi c'était fait, quand, à quel moment, où on te dit à telle heure on va le faire et pas à telle heure et tout et compagnie. Peut-être aussi parce que à une certaine heure, l'enfant il se met tellement à pleurer qu'il faut le faire en amont pour que la mère soit déjà bien détendue avant que le bébé ne se mette à hurler dans tous les sens. Je sais pas toi Elvis ce que tu en penses. Et c'est justement de ça que je voulais parler en fait. Je voulais parler des soins maternité à l'africaine. Avec notre culture mondialisation et tout, des fois on met de côté, on se dit bon c'est pas bon, ou bien ils savaient pas, non. Il y a des choses, il y a des plantes, il y a des outils qui permettent justement à la maman du retour de la maternité, déjà se détendre, de retrouver sa taille, parce que moi ça a été un choc après l'accouchement. Je me dis que bon, le ventre était gonflé parce qu'il y avait bébé dedans. Maintenant, il n'y a plus bébé, pourquoi il est toujours si gros? Pour moi, c'était un choc, en fait, pour ma première grossesse. Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai dit non. J'étais choquée. J'ai dit non, pourquoi j'ai un ventre flasque, qui pond, Et c'est ma mère qui m'a rassurée d'abord mentalement pour me dire non, ça va passer. On va faire des bains et tout, et tu verras, tu perdras ce ventre, tu perdras. Mais si on ne me l'avait pas dit, pour moi, c'était un choc. Parce que je suis quelqu'un peut-être attaché à ma taille, j'aime pas trop et tout. Et de se retrouver comme ça face au miroir. Tu as l'impression que c'est toi, mais que ce n'est pas toi. Ouais. Et donc, il y a des soins traditionnels avec des plantes qui existent justement pour pouvoir se faire du bien, pour retrouver sa taille, pour faire aussi la rééducation de son périnée. Une chose pour laquelle on ne parle pas souvent. Bon, d'ailleurs, ce mot périnée, j'en ai entendu parler quand je suis tombée enceinte. Alors, il faut savoir que le périnée féminin, parce que le périnée, il existe aussi chez les hommes aussi ont un périnée. Le périnée féminin est aussi appelé plancher pelvien. C'est un ensemble de muscles en forme de hamac qui s'étend du pubis au coccyx. Et donc, ce muscle permet de soutenir les organes du petit bassin, donc la vessie, l'utérus et le rectum. Donc, s'il faut donner un petit dessin, c'est comme quelque chose, un creux comme ça, qui soutient tous les différents organes. Donc, quand vous avez le bébé, ce muscle-là, il s'affaisse et il s'affaiblit, n'est-ce pas, docteur? Exactement. Il s'affaisse et il s'affaiblit à cause du poids. Donc, quand le bébé, il sort, ben, ce muscle-là, il reste comme ça, flasque en fait. Donc, quand vous le mettez au monde, il faut donc apprendre à le remuscler pour qu'il retrouve en fait plus ou moins sa taille initiale. Pour savoir en fait que vous avez besoin d'exercices à faire pour la rééducation de votre périnée, vous allez constater par exemple, voilà, des fuites urinaires quand vous vous asseyez, ou encore quand vous vous êtes lavé, vous avez une sensation d'inconfort. C'est comme si votre appareil génital pète. Il y a comme de l'air qui sort à chaque fois, ça fait pouf, pouf. C'est un peu inconfortable. Et vous aurez aussi l'impression, c'est comme si vous avez une descente d'organes. C'est comme si tout est en train de descendre. Donc ça, ce sont des signes indicateurs que vous avez besoin de le rendre un peu plus ferme. Exercice à faire. Lorsque vous rentrez dans votre douche, vous allez donc prendre de l'eau froide. Donc de l'eau, vous mettez quelques glaçons dedans, dans une petite bassine, et vous allez donc vous asseoir dans cette bassine-là. Vous vous asseyez sur la bassine pendant 10 à 15 minutes, voire même 20 si vous voulez, et vous faites des exercices de gainage. Vous faites comme si vous faites entrer votre corps et ressortir, entrer et ressortir. La glace, ce froid va entrer dans votre... Vous faites ce mouvement toutes les 20 minutes là, vous le faites, et une fois que vous avez fini, vous pouvez vous relever. Donc ça, vous le faites chaque fois que vous prenez votre bain, le matin, à midi, ou le soir, ou bien matin, soir, si vous l'avez 2 fois. Vous le faites au moins pendant les 3 premiers mois. Ça va permettre vraiment de pouvoir resserrer votre périnée et voilà, vous n'aurez pas cette sensation d'inconfort pour la suite. Donc ça, c'est déjà pour la rééducation du périnée. Deuxième chose, lorsqu'on vient de mettre au monde, on a parlé tantôt des courbatures. On sent qu'on a des courbatures, c'est comme si on a mal à la tête, c'est comme si, voilà, on a notre corps, mais on ne le sent pas très bien. Et pour pouvoir justement sortir les toxines, parfois du stress, de cet inconfort-là, vous allez donc prendre des bains à la vapeur. Comment ça se fait? Il y a une plante qui est appelée la plante de Gongolili plutôt. Gongolili est une plante qu'on retrouve souvent en Afrique de l'Ouest, même ici aussi en Afrique centrale, même ici aussi au Congo, on en retrouve, mais il faut être
faut connaître la plante parce que moi je me rappelle pour ma première grossesse, ma mère elle avait cueilli ça. Donc vous portez de l'eau à ébullition, vous mettez les plantes à l'intérieur et vous prenez une couverture, vous recouvrez de ça. Vous restez dedans pendant 20 minutes, vous allez transpirer, ça va vous faire du bien. Et quand cette eau va devenir un peu tiède, vous prenez une serviette, vous mouillez la tête avec la serviette, vous prenez la serviette, vous mouillez la tête comme ça, et même tout le corps. Un sauna traditionnel. Voilà. J'ai même envie de dire, sans te couper, parce que tu vas continuer, que même si vous êtes en train de réagir en vous disant « Ah, moi je ne l'avais pas fait dans les 3 mois », même 1 an après, même 2 ans après, c'est-à-dire que quand vous avez vraiment cette grosse fatigue et tout ça, vous pouvez toujours le faire. De temps en temps, ça fait toujours du bien. Ça, parce que du coup, c'est un sauna, comme tu dis, ou un spa qu'on fait à la maison et ça fait forcément du bien. Voilà. Vous appuyez le corps, et vous prenez cette même serviette, une petite serviette là, que vous appuyez au niveau de votre ventre. Vous appuyez dessus, pas très fort, hein. Faites-le vraiment avec, si vous-même vous pouvez pas le faire, si vous avez quelqu'un, votre maman, une tante, une sœur, qui peut vous aider à le faire, qui vous appuie, et ça va vraiment venir vous détendre dans votre corps, vous allez vraiment sortir de... Et surtout, les bienfaits du ngongolili, c'est que ça entre, ça pénètre dans votre peau, ça ouvre les pores, et même votre teint, ça permet aussi d'enlever le masque de grossesse si vous en avez. Vous allez sentir que votre teint va être un peu plus lumineux, vous allez pas avoir ce visage défait là de la femme enceinte et tout. Et donc, vraiment, vous le faites aussitôt. Attention, si vous avez eu une césarienne, évitez d'appuyer votre ventre. Vous pouvez juste faire le recouvrement avec la vapeur, tout simplement, sans passer par appuyer votre ventre, jusqu'à ce que votre plaie va cicatriser. À ce moment-là, vous pourrez commencer à appuyer votre ventre. Ah, j'aime bien comment elle en parle, parce que moi, j'ai une anecdote là-dessus. Enfin, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, et ma voisine, elle avait accouché. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'était pas aussi joli, aussi beau qu'elle vit le dire. Là, ça ressemble à un sauna du temps moderne, ça a l'air bien. Mais moi, je voyais des femmes attraper une jambe, attraper l'autre, elle est en train de crier. Parce que pour moi, c'est de la violence, de la torture. Oui. Et prendre la fameuse serviette d'eau chaude, la tremper, je pense, dans l'eau chaude, et puis taper sur elle. Mais je me disais, jamais de la vie quelqu'un m'impose ça, en fait, moi, quand j'accouche. C'est quoi ce niveau de violence? Est-ce que c'est un péché d'avoir eu un enfant? C'est vraiment ce que je me disais. Mais quand je te le vois le partager, et franchement, ça donne envie, en fait. Ça donne envie de le faire. Donc, la famille ne frappez pas les femmes, parce que vous traumatisez les autres. Moi, j'ai pas fait ça. Mais honnêtement, ça donne envie de le faire. Ça a l'air reposant. Moi, le souvenir des soins traditionnels, c'est vraiment la dame, on a attrapé un pied de l'autre pied, les mamans ont attrapé la main, elles sont au moins 4 autour d'elle, et puis il y en a une qui la frappe à la serviette et elle est en train de hurler. Je me dis, mais c'est une torture, leur histoire de soins traditionnels. Mais après, tout va dans la méthode, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Après, les gens, c'est un règlement de compte, tout bien. La méthode, le truc, ce n'est pas de frapper. Déjà, l'eau chaude en lui-même, il vient déposer sur la peau, ça vient apaiser. Ce n'est pas de venir frapper la personne, mais c'est juste faire des petits tapotements pour permettre à la personne de se détendre. Mais j'aime même dire que des fois, même si vous voulez pas que, à cette étape-là, des fois, moi, je sais que moi, on me disait, bon, si tu veux pas, toi-même prends. Et je le faisais, en fait, toute seule. Mais je voulais juste rebondir, en fait, sur la notion de la césarienne, parce que même l'humidité, des fois, là, si jamais c'est au tout début de la cicatrisation, c'est pas très bon aussi. Donc, peut-être même ne pas le faire carrément. Il faut vraiment avoir l'avis de son médecin pour être sûr. Parce que comme c'est un terrain humide et que c'est cicatrisation, quand même, donc, faut faire attention. Voilà. Et aussi, par rapport au ventre, votre ventre qui est tout enflé, là, la même serviette, tiède, là, mise dans de l'eau tiède, vous la prenez, vous la pliez, vous vous mettez en position allongée, vous la déposez sur votre ventre, vous restez comme ça. 15 minutes par là, et vous le faites. Ça va vraiment être un rituel pendant les 3 premiers mois et tout. En tout cas, vous allez constater que votre ventre va entrer. Ça, c'est la première étape avant. Donc, après avoir déposé votre serviette, vous avez fini de vous laver, tout ça, vous prenez du beurre de karité, que vous commencez à badigeonner sur votre ventre, en faisant des petits mouvements circulaires comme en massant et tout. Et ensuite, vous prenez, en tout cas, ça c'est, je dis le basique que tout le monde peut faire, hein, même si la personne qui n'a pas de moyens, comme celle qui a des moyens. Vous prenez un bout de paille, super wax là, un petit bout de paille, vous attachez votre ventre. Donc, en commençant juste en bas de votre, jusqu'au niveau de votre public, vous attachez. Ça, c'est pour celles qui n'ont pas les moyens de vous acheter une gaine. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gaines, vous pouvez vous acheter une gaine. Si vous n'avez pas de moyens, le bout de paille, c'est tout simplement
Super, C'est ouais. efficace. Et c'est bien. Vous coupez, vous attachez sur votre ventre. Et vous restez comme ça toute la journée jusqu'à ce que vous allez prendre votre prochain bain. À ce moment-là, vous pouvez enlever. Et puis voilà. Ensuite, en tout cas, ne dormez pas avec le pain. Sinon, vous pouvez vous étouffer. Juste la journée, pendant que vous êtes là et tout, vous avez votre bout de pain là. Et vous la... Je ne dis pas que vous aurez un ventre creux. Non. Mais vous allez avoir un ventre plus ou moins revenir à la normale et qui vous allez retrouver votre ventre. Pourquoi? Parce que votre ventre a sorti quelque chose. Donc, vous avez besoin de le fixer. Pourquoi attacher le pain? C'est vraiment pour refixer votre ventre pour que la peau puisse se ramener et se refermer. Quelque chose que j'aimerais tout simplement attirer l'attention, on ne lave pas sa partie génitale avec de l'eau tiède. Non, non, non. Parce que regardez la peau de poulet. Vous avez déjà vu la peau de poulet? Lorsqu'on renverse de l'eau chaude sur la peau de poulet, qu'est-ce que ça fait? Ça flétrit. Ça, c'est ça en fait qui occasionne aussi l'étirement de notre partie génitale, mais avec de l'eau froide. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de mettre de l'eau et quelques glaçons dessus, parce que l'eau froide, ça raffermit la chair. Surtout pas de l'eau tiède. Deuxième alerte que j'aimerais dire, ne mettez pas des choses à l'intérieur. Vous allez entendre, mettez le beurre, mettez l'ail, en ce moment, la mode, ce sont la menthe, là. La menthe, voilà. Ne mettez les cristaux de menthe. Ne mettez rien. L'appareil génital de la femme est fait de telle sorte que tout ce qui doit sortir sort par lui-même. On met pas le doigt, on met pas, non. Vous vous asseyez juste avec des glaçons sans mettre de doigts ni autre chose à l'intérieur. Donc ça, c'est pour l'hygiène corporelle. Autre chose qu'on peut faire, c'est de prendre des tisanes. Aujourd'hui, il y a des tisanes que l'on peut faire avec le fruit Nzeka du Cameroun. Ce fruit-là, qui est vraiment aussi très bien, il nettoie vraiment le ventre après l'accouchement. Il permet aussi de perdre des kilos de grossesse rapidement. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous faites en infusion, vous mettez dans de l'eau et puis ceux qui supportent de l'eau tiède ou chaude, vous pouvez le prendre à chaud. Celles qui ne supportent pas, à froid aussi, vous pouvez le prendre, vous le prenez à consommation à volonté toute la journée, vous prenez votre infusion. Autre chose pour la montée de lait. La montée de lait, lorsque vous remarquez par exemple que vous avez mis au monde le lait, peine à sortir et tout, il y a les feuilles de fenouil qui sont recommandées à prendre aussi en tisane. Ça permet aussi la montée de lait en puissance. Ça, c'est une chose aussi, vous faites en tisane, vous prenez juste pour pouvoir favoriser votre montée de lait. Dernière astuce que j'aimerais donner pour justement aussi perdre le ventre et aussi faire la rééducation de son périnée, c'est d'utiliser la fameuse purge. La purge, vous connaissez la purge? Oui. La purge noire, orange, des ballons, Voilà. Vous prenez de l'eau, 2 litres d'eau, que vous mettez dans une bouteille là. Vous mettez l'eau dedans, vous purgez. Vous mettez là, vous purgez. Tous les 2 litres d'eau. Quelques temps après, vous allez évacuer. Déjà ça permet d'éliminer les gaz qu'il y a dans Alors ce là, ventre. c'est pas très clair. Tu mets où? La purge au niveau de l'arrière, pas au niveau du devant. Ok, merci. Et ça permet aussi de libérer le ventre. Et ça permet aussi de resserrer aussi au niveau de son périnée. Avec comme c'est tout lié. Là. Voilà, tout est lié. Donc, tu peux purger au moins 1 à 2 fois le mois. Donc, après avoir accouché, celles qui ont eu une épisiotomie, ne le faites pas aussi tôt. Ça. En tout cas, ne le faites pas. Ça, ils auront pas envie de le faire. Voilà, le temps de cicatriser. Mais en tout cas, celles qui n'ont rien eu, qui ont eu un accouchement normal, vous utilisez votre purge ou purgez 1 à 2 fois le mois. Ça aussi, ça permet de faire la rééducation de son périnée, aussi de libérer son ventre, déjà des gaz. Et voilà, ça va vous faire aussi du bien. Donc, voilà mes petites astuces de soins par rapport à la maman pour son confort, pour retrouver sa taille, pour être toujours coquette et voilà. Moi, je voulais rajouter pour le périnée, justement, quand on va uriner aussi. Je sais que moi, j'ai expérimenté ça depuis le premier. Et ma mère, elle me disait toujours, tu fais pas pipi tout d'un coup. C'est-à-dire que quand tu arrives pour uriner, tu fais un jet, tu te masses, tu retiens. Tu fais un jet et tu le fais tout le temps. Et ça te permet aussi, justement, de le remuscler. Ouais, exactement. Et ça te permet de ne pas relâcher complètement les muscles comme ça du périnée. Tu le travailles. Et ça arrive plusieurs fois dans la journée. Donc, au-delà, parce que là, du coup, il y a l'astuce du bain. Mais ça, c'est 2 fois dans la journée, 2-3 fois dans la journée, on le nombre de fois qu'on prend son bain.
mais comme on va uriner plusieurs fois dans la journée, et c'est important de se mettre à bien s'hydrater aussi, parce que généralement quand on est enceinte, il y a beaucoup de femmes qui s'hydratent beaucoup, et quand elles accouchent, elles ont plus du tout envie de boire de l'eau. Il faut continuer à s'hydrater avec sa bouteille là tous les jours, et le fait d'aller régulièrement aussi uriner, ça aide justement à pouvoir travailler en fait son périnée, quoi. Donc ça c'est une bonne astuce. Et puis ça aide aussi pour la peau, une peau bien hydratée, c'est bien. Ça va aider au niveau des cheveux pour ralentir aussi la chute du cheveu, enfin la casse du cheveu, parce qu'il sera hydraté. Donc ça a plein d'avantages en fait. Ça a vraiment plein d'avantages. Les filles, est-ce que vous avez des astuces aussi que vous avez expérimenté vous sur un peu le retour Remise en forme de la maman. Non, honnêtement, moi, je vous ai dit, j'étais complètement effrayée par tout ce que elle vient de raconter. Elle vient de tellement bien le dire que je regrette de pas l'avoir fait là, du coup. Donc, j'ai pas eu de soins traditionnels en tant que tel. Après, moi, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup regardé tout ce qui est rééducation occidentalisée du périnée. Donc, d'où l'exercice dont tu parles là. Je sais que ça va être bien et ça fonctionne bien. Et par contre, la gaine, je me la suis imposée quand même à un moment pour essayer de récupérer un peu. Tout le monde est un peu offusqué. Personne ne veut que ça déborde. Donc, la gaine, au début, pour paraître bien, mais au fur et à mesure, en fait, tu te rends bien compte que ça te ramène quand même tombant dans une position à peu près normale. Donc, ouais. Non, mais je pense que toutes les femmes qui vont nous suivre là sont... Ouais, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours pourquoi est-ce que les mamans avaient toujours des gaines, quoi. Et c'est maintenant que tu vois, que tu grandis, que tu comprends que, en fait, voilà, c'est le même cycle qui se renouvelle. Voilà, à un certain âge, au bout de la maternité te pousse à avoir certaines choses dans ton placard. Mais le pain, ça marche bien. Le pain, ça marche Oui, ça bien. marche. Mais moi, j'ai attendu un mois parce que on n'a pas parlé de ça, mais la césarienne, tu peux pas la faire, tu peux pas faire tout ça tout de suite. Ouais, ok, d'accord. Tu peux pas le faire tout de suite, mais je sais qu'au bout d'un mois, je suis allée acheter un waist trainer. Tu sais, ce sont les trucs où tu mets le truc au fur et à mesure. Exactement. Ah, il fallait que j'attache. Et j'ai attaché, crans, différents crans et tout. Donc, au fur et à mesure, je diminuais les crans là, mais ça a bien aidé. C'est la seule chose que j'ai faite. Moi, j'ai rien fait d'autre. Ok, d'accord. En tout cas, il y a plein d'astuces dans notre culture, pas forcément à rejeter. Et d'ailleurs, dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses que je vois en fait qui se font maintenant en Occident. C'est un peu plus adapté. Par exemple, tu parlais de l'automassage du ventre. Ça aussi, c'est devenu la grosse tendance. L'automassage, ils appellent ça comme ça, l'automassage du ventre, que les femmes elles font. Et tu vas voir la kiné ou l'ostéo ou la masseuse, et on te montre en fait comment faire, ou des centres adaptés, tous les centres qui te préparent justement au cours justement à l'accouchement, qui vont aussi te prendre en charge par la suite pour te donner certaines astuces. En fait, t'as aussi les bains chauds qui sont aussi maintenant intégrés dans la culture occidentale et qui chez nous existent de manière ancestrale. Donc il y a plein d'astuces comme ça à ne pas rejeter. Donc j'espère que vous avez pris note, parce que là c'était très 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 intéressant. Moi je dis que même si c'est 1 an là que je suis accouchée, si tu veux faire pour toi, surtout le bain, le sauna qui te fait transpirer là, ça vraiment, ça c'est le truc. Et qu'après ça tu peux te faire ton gommage. Ça aussi c'est bien, les gommages pour faire tomber le masque. Le gommage aussi, peut-être 2-3 fois dans la semaine régulièrement. Le gommage corporel, ça aide, surtout ceux qui ont le masque qui prend tout le corps ou que le cou. Il y a différents types de masques, et ça aide beaucoup. Ouais. Donc les filles, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission. Ouais. Voilà, une très belle émission avec toutes ces astuces là, avec tous les avis un peu partagés comme ça, voilà, concernant le retour à la maison. On vous souhaite en tout cas d'avoir appris beaucoup, en tout cas autant que nous. On se dit rendez-vous sur nos prochaines émissions et sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et maintenant TikTok. Hein, suivez-nous sur TikTok. Nous, on est à la page aussi, donc suivez-nous sur TikTok. On se dit à très bientôt et on vous dit au revoir.